Donc voilà pour les Grecs. Alors, ce qui a probablement joué, c'est que Charlemagne, je ne vais pas entrer dans les détails, mais a fait changer sa titulature, ou pour mettre un peu de crème dans le dos des Grecs. Donc, au lieu de reprendre la titulature de Justinien, c'est en gros de copier, quoi, de faire un copier-coller, il a changé un peu sa titulature, il a mis en premier rang un nouveau titre qui va avoir une longue descendance, qui est Imperator Caesar, qui va ensuite être le titre des Saints-Empereurs romains germaniques, comme on les appelle, il va mettre en avant son titre de roi des Francs. Bon. De toute façon, la question ne se reposera pas, puisqu'à sa mort, l'Empire s'effondre et que de toute façon, les Byzantins sont occupés pour autre chose pendant un siècle, donc ça va être réglé. Ça va être réglé vite, et bon, le titre impérial, de toute façon, flotte un peu au vent. D'autant que si les Byzantins ont surtout surréagi comme ça, c'est avant tout parce ils flippent. Et ils flippent que Charlemagne ne se ramène ses miches à Constantinople pour leur botter le cul et prendre leur place. Bon, en fait, Charlemagne n'a aucune envie de faire, et surtout il n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'il y a de la route, hein. Il y a 3000 bornes, et il y a 3000 bornes à travers les Avars et les Bulgares. Alors merci, mais ça va être le bordel. Ou alors par voie de mer, mais ils n'ont pas de flotte. Donc de toute façon, c'est réglé, il faudra passer par la voie de terre. Et puis de toute façon, Constantinople, c'est une ville de 300 000 gonzes, immense, dont les Francs n'ont aucun moyen de percer les murs de Théodose, qui sont les fortifications les plus puissantes de l'Europe à l'époque. Enfin bref, la peur des Byzantins est infondée. Mais les Byzantins savent qu'ils sont faibles, ils le savent. Alors qu'ils savent aussi que de son côté, Charlemagne est en pleine bourre. Donc voilà, il y a un problème. Bon. On est donc en 800, Charlemagne devient empereur et va opérer un véritable syncrétisme politique qui va donner naissance à une nouvelle pensée politique, ce qu'il ne voulait pas au départ d'ailleurs, qui va être incarné dans l'Ordinatio Imperii de 817, qui est un texte qui prépare la succession de Louis le Pieux, puisqu'on est 3 ans après la mort de Charlemagne, qui commence par Renovatio Regni Francorum, c'est-à-dire restauration du royaume des Francs. Vous voyez, en fait, il y a un mélange de la romanité restante et du pouvoir franc, à tel point d'ailleurs que des historiens comme Karl Ferdinand Werner, par exemple, parlent de Imperium Francorum, empire des Francs, ce que voulaient les Byzantins du coup. Et en fait, au départ, Charlemagne ne veut pas que l'Empire lui survive. Lorsqu'il prépare sa succession en 806, c'est-à-dire après s'être pris un coup de corne de roc dans le cul, et donc après avoir vu Alcuin mourir, c'est-à-dire en fait quand il sent qu'il commence à faiblir, hein, il prépare sa succession. Donc il partage son royaume en 3, pour ses 3 fils. Et alors on sait aussi que sa sœur Gisèle, qui est abbesse de Chelles d'ailleurs, quand on voit ce qu'est devenu Chelles, abbesse de Chelles, lui aurait soufflé, parce qu'il avait quand même une certaine proximité avec sa sœur, lui aurait soufflé il va falloir faire quelque chose, t'es vieux mon gars. Hein. Mais au départ, il veut pas conserver le titre impérial, et c'est finalement son entourage, et notamment Éginard, qui va beaucoup insister, parce que se construit une nouvelle pensée politique, sur laquelle on va venir maintenant. Cette nouvelle pensée politique, elle se base sur quoi ? Elle se base sur l'identité de la foi des croyants et de l'Empire. Il y a une identité politique, peuple et religion. Enfin, foi. Cette foi et cet empire sont universels, bien sûr. Ça ne pose pas de problème. Rome était universelle, le christianisme est universel. Bon, alors Charlemagne est empereur. Après tout, il pourrait être empereur du monde entier. Hein. Bon, il ne le peut pas, mais il peut déjà pas aller à Constantinople, donc ça va être compliqué d'aller jusqu'en Chine. Et c'est pour ça que Charlemagne va mettre un point d'honneur à se présenter comme le défenseur de l'orthodoxie de la foi. Alors ça avait donné lieu aussi à un gros problème avec les Byzantins, encore un, puisque Irène avait réuni pour régler le problème de l'iconoclasme un concile œcuménique, pour définitivement mettre fin à cette horreur, parce que je rappelle que les gens se battent dans les rues, hein. Il y a des révoltes à cause de l'iconoclasme. Hein.
C'est vraiment la merde. Donc Irène veut, pour des raisons de politique intérieure, réunir un concile œcuménique. Bah oui, parce que c'est l'empereur, elle peut pas réunir autre chose. Enfin, Constantin n'est pas encore aveuglé, donc c'est au nom de son fils. Elle peut pas réunir un concile autre qu'œcuménique. Bon, donc elle fait venir tous les prélats qui peuvent venir, c'est-à-dire en fait tout le monde vient, hein, même le pape. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque l'Église est indivise encore. Hein. C'est encore les 5 patriarches. Tout le monde vient, sauf les patriarches orientaux, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont en guerre, enfin, les deux empires sont en guerre, l'empire islamique et l'empire byzantin sont en guerre, donc ils peuvent pas passer. Sinon, ils auraient pu venir, hein, mais... Et ça déplaît beaucoup à Charlemagne. Parce que il leur répond, mais dis donc, on a plus de provinces romaines que vous, c'est le Queen qui l'a dit, hein, et on a plus de chrétiens que vous. Donc c'est chez nous, on doit faire un concile œcuménique. Donc il est pas d'accord. Le pape envoie quand même des représentants. Et si c'était pas suffisant, le texte revient donc en grec et est traduit à Rome par un souillon qui produit une traduction latine épouvantable, cousue de fautes, et notamment qui confond les mots vénérer et adorer. Parce que depuis le début en Occident, l'équilibre autour des icônes, c'est on vénère les icônes qui ont un rôle d'instruction, parce que évidemment pour l'époque se représenter la passion du Christ c'est plus facile quand c'est dessiné ou peint. Nous on est abreuvé d'images, donc on a toujours des trucs qui nous viennent de la passion du Christ, mais au 8e siècle c'est pas le cas. Mais par contre on adore Dieu, mais on n'adore pas les icônes, hein, attention. Et sauf que le mec va traduire en latin par le mot adorer. Et donc là, Charlemagne va hurler, d'ailleurs ce qui étonne le pape, puisque le pape, lui, a accepté les conclusions du concile, sauf que le pape, il l'a eu en grec, et que Charlemagne ne parle pas un mot de grec, donc de toute façon, il ne peut pas le savoir. Alors ça va se savoir finalement que c'était une erreur, mais Charlemagne va l'instrumentaliser. Ça lui permet de faire, évidemment, de faire chier l'Empire byzantin. Donc, il va réunir son propre concile à Francfort, qui est d'ailleurs la première occurrence du mot, puisque jusque-là, on parle... la première occurrence de la ville de Francfort, puisque en fait Francfort ça veut dire que Frankfurt c'est le gué des Francs, c'est une des routes pour aller botter le cul des Saxons, c'est pour ça qu'on connaît ce lieu en fait. Et donc Charlemagne, en fait une ville est fondée là, et c'est la première fois que la ville est citée en tant que telle. Donc il réunit un concile à Francfort, et c'est vraiment l'incarnation même de ce qu'il devient. Charlemagne préside le concile, le pape n'est même pas invité, il envoie 2 légats mais lui-même n'est pas invité, parce qu'évidemment, Charlemagne ne veut pas avoir de concurrent. C'est lui qui préside le concile. D'ailleurs, c'est et un concile et une assemblée annuelle. Hein. Il y a tout le monde qui est là, les clercs, les guerriers, les ducs, les comtes, enfin, ça doit être le bordel. Et donc, 2 sujets sont au menu du concile. D'abord, ce qu'il faut faire de l'iconoclasme. Bon, il est dénoncé. Il est dénoncé à la fois contre les évêques d'Orient, bien sûr, mais aussi pour réaffirmer l'orthodoxie romaine qui est présentée comme la vraie orthodoxie. Vous voyez déjà que la scission est déjà en cours hein, entre les 2 parties de la chrétienté. Et il fait aussi condamner un autre truc qui est l'adoptionnisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'adoptionnisme ? C'est une pensée théologique qui défend l'idée que le Christ n'est pas le Fils de Dieu, en tout cas pas son fils biologique, si on peut le dire, qui est défendu par un homme qui s'appelle Élipande de Tolède, qui est un Wisigoth. Oui, parce que les clercs en Espagne sont toujours actifs, même si l'Espagne est sous domination musulmane. Et en fait, Jésus n'est devenu le Fils de Dieu que lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain. C'est donc son fils adoptif. C'est pour ça qu'on appelle l'adoptionnisme. Alors au début, Charlemagne s'en fout. Mais l'évêque d'Urgel, qui est un de ses évêques, finit par devenir adoptionniste. Alors là, ça va plus du tout. Parce que le problème, vous comprenez, c'est que son pouvoir, c'est aussi l'orthodoxie de la foi. Il est garant du salut de ses sujets. Hein. Il doit leur assurer l'accès au paradis. C'est quand même pas une petite mission. Donc si vous n'êtes pas dans le canon des conciles fondateurs, notamment Nicée, eh bien vous risquez l'enfer. Donc il faut faire quelque chose et vite. Et vous voyez, il va prendre vraiment les habits de l'empereur romain. Parce qu'en fait, les empereurs romains, historiquement, c'est ce qu'ils font. Lorsque Zénon fait rédiger, parce qu'il n'a pas écrit lui-même l'Enoticon, lors de la fameuse querelle de l'arianisme, il va promouvoir et exécuter l'orthodoxie de la foi. C'est pour ça qu'on parle de césaropapisme.
Charlemagne devient un exécuteur conciliaire. Et en fait, il a plus de pouvoir de facto dans la mise en œuvre de la foi que le pape, qui d'ailleurs à cette époque, je vous l'ai dit, n'a pas de véritable supériorité. C'est un des 5 patriarches, un des 5 pentarques, comme on dit. Et d'ailleurs, ça se voit très bien à Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle, son trône est placé sur une estrade surélevée par rapport à l'Assemblée, à la grande salle, et sous la coupole. Ça montre bien son rôle intercessif. Il est le lien entre Dieu, la coupole, le ciel, et l'Assemblée, puisque c'est là où vont se réunir les assemblées des hommes libres, qui sont donc ses sujets, à qui il doit, c'est sa charge, le salut, contre le péché originel, etc. Enfin, ça, vous connaissez. Ce qui veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, Charlemagne est le nouveau Constantin. Mais c'est pas que le nouveau Constantin, parce que la pensée politique qui se construit entre 810 et 830 va opérer la fusion justement de la chrétienté et de l'Empire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il survit à Charlemagne, le parti que j'appelle le parti de l'unité de l'Empire, avec des ecclésiastiques et des laïcs. L'empereur n'est pas simplement le défenseur du pape, mais il est aussi le défenseur de toute l'Église latine. Il doit assurer sa protection et aussi son extension. Et c'est pour ça qu'il est aussi le nouveau roi David. En fait, on l'identifie au roi David, et comme lui d'ailleurs, on le parle de toutes les vertus. Il est bon, il est courageux, juste. Courageux, hein, c'est l'épisode de Goliath. Alors bon, c'est plutôt Goliath, Charlemagne, pour le coup, mais bref. En fait, on l'identifie à David, et on identifiera ses enfants aux autres rois de l'Ancien Testament. Bon. Il est vraiment le chef du nouveau peuple élu. Et les Francs, par l'élection impériale de Charlemagne, enfin par le couronnement impérial de Charlemagne, qui est l'élection divine, bien sûr, vont conclure une nouvelle alliance avec Dieu, comme les Hébreux l'ont fait en leur temps. Et donc l'Empire, c'est une nouvelle Israël. Sous leur conduite, l'humanité, sous la conduite des Francs, l'humanité accédera donc à Dieu, et sous, bien sûr, la conduite de Charlemagne, les Francs conduiront le royaume de Dieu aux confins du monde. Et pour les clercs de l'époque, ce monde est parfait, parce que c'est le monde de Dieu. C'est le monde qu'il a voulu. Mais c'est ce qu'il y a de plus universel. Donc c'est ce qu'il y a de moins européen, en fait. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a de moins continental. Vous voyez, on ne réfléchit pas en termes d'Europe, on réfléchit en termes de monde, d'univers, de la volonté divine. Et évidemment, Dieu ne parle pas d'Europe, ne souffle pas le mot Europe au pape ou à Charlemagne. Et comme, bien sûr, aussi, il y a une portée véritablement, je vais utiliser un gros mot, catéconchique, c'est-à-dire de nature à prévenir la fin du monde, dans cette fonction impériale, eh bien, il faut qu'elle soit maintenue. Et donc, d'une certaine manière, ça c'est un commentaire personnel, hein, surtout, si Charles, le fils aîné de Charlemagne, et son deuxième fils Pépin sont morts avant leur père, c'est parce que Dieu l'a voulu. D'une certaine façon, Dieu a voulu que l'unité de l'Empire demeure en choisissant un fils parmi les fils de Charlemagne. Et comme Louis est particulièrement bigot, et d'ailleurs comme il est particulièrement entouré uniquement de clercs, la première chose que fait Louis le Pieux en arrivant avec la chapelle, c'est foutre toutes ses sœurs au monastère. Parce qu'elles baisent avec tout le monde, pour le dire prosaïquement. Elles ne sont pas mariées, donc elles ont des amants partout. Charlemagne le sait et le tolère. Par contre, Louis le Pieux, c'est pas possible. Parce qu'il a entièrement une cour composée de clercs. D'ailleurs, pourquoi on le présente comme faible, vous savez, Louis le Débonnaire, hein, le François Hollande de l'époque, Louis le Débonnaire, en fait, il n'est pas véritablement faible. C'est un franc comme son père. Hein. Ne vous imaginez pas, si vous voulez, un homme, déjà physiquement il n'est pas faible, et ne vous imaginez pas un homme aussi manipulable que ça. Mais par contre, il va perdre la partie face aux clercs, parce qu'il va trop compter sur les clercs pour assurer la légitimité de son pouvoir. Et en fait, l'empire de Louis devient une théocratie, plus qu'un régime césaro-papiste. Mais par contre, Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que seul un des fils de Charlemagne hérite de l'Empire pour maintenir l'unité, et donc maintenir l'unité de la foi. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il est davidique. C'est pour ça que son règne est davidique.
Et quand les pères fondateurs de l'Union européenne font cette fameuse transubstantiation, signez ce traité, c'est mon empire, eh bien, eux-mêmes pratiquent un davidisme. Alors, évidemment, c'est pas avec le roi David, mais c'est avec Charlemagne. Charlemagne, c'est leur roi David. Ils s'identifient à lui, ils l'identifient comme leur modèle, comme l'inspirateur de tout, et comme presque le réceptacle de toutes les vertus. Et c'est pour ça que, d'ailleurs c'est le titre de l'article, c'est pour ça que je parle de davidisme contemporain. Bon, mais des davidismes, il y en a d'autres. Hein. Il y en a par exemple dans le football. Mais celui-là a évidemment une conséquence extrêmement importante sur notre histoire contemporaine. Bon. Après ce voyage dans le temps, où on a quand même vu Charlemagne en Gandalf parler à Constantin, il est temps de conclure. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça au total ? Entre 800 et 817 à peu près, va se jouer un processus de cristallisation qui n'était pas prévu à l'époque, de cristallisation des conquêtes franques en fait, hein, c'est-à-dire elles vont se solidifier, donc les conquêtes depuis Clovis, qui va permettre sous le sceau de l'unité impériale, qui est un sceau mythique avant tout, on l'a dit, l'Empire a tout sauf une unité par nature. Cette illusion, c'est donc le souverain franc qui porte le vêtement romain et qui est chrétien, comme tous ses sujets. En tout cas, il fait tout pour qu'il le soit, y compris par la force. Et ce concours de circonstances, mais totalement imprévu, hein, c'est-à-dire que personne n'avait prévu qu'une femme s'assoie sur le trône de Constantinople, hein, c'était vraiment improbable. Eh bien, on va construire et ça c'est fascinant. On construit à partir d'une opportunité complètement conjoncturelle une nouvelle pensée politique qui va définir l'Europe jusque, au moins dans ses effets directs, jusqu'à la mort de Frédéric II de Hohenstaufen, et qui va avoir en fait des ramifications, mais jusqu'en 1806, avec l'Empire fondé par les Ottoniens en 962, qui est toujours celui qui va tenir jusqu'en 1806, lorsque l'empereur François est obligé d'abdiquer parce que le petit ondu corse l'oblige, eh bien, il occupe la même fonction sacerdotale et impériale que Charlemagne. Pour vous dire à quel point c'est solide. Et même si l'Empire franc s'effondre, dans son versant politique, dans son versant symbolique, dans son versant représentatif, il va garder une importance dans tous les esprits. Lorsque Maximilien II, qui est un empereur du XVIe siècle, qui personnellement, à mon avis, c'est tous les signes qui se présentent, et c'est aussi l'avis de Jean Béranger, donc c'est plutôt l'avis de Jean Béranger que mon avis, mais bref, Maximilien II était, disons, très attiré par le protestantisme. Et il sait qu'il ne peut pas devenir ouvertement protestant. Il le sait. Parce qu'il est cet homme qui représente l'unité brisée de la chrétienté. Brisée effectivement de facto, mais dans les esprits toujours vivantes. Et il ne pourra pas se convertir. Il doit être lié à Rome, parce que Rome, c'est la chrétienté c'est l'Empire. Vous avez compris. Dans tout ça, l'Europe, c'est quoi ? Eh bien, dans tout ça, l'Europe, c'est un théâtre. C'est le terrain de jeu des Francs, quoi. Hein. C'est l'endroit où ils vivent. Alors évidemment, on ne peut pas nier que l'Empire carolingien a constitué un corps politique d'un seul tenant sur une grande partie de l'Europe. C'est une réalité. Maintenant, on ne peut pas dire que l'Empire carolingien soit une préfiguration de l'Europe. C'est-à-dire de l'Europe au sens où on l'entend au XXe siècle. Je vous l'ai dit à l'époque, on n'en parle même pas presque. Ou alors quand on en parle, c'est comme un bout de terre, c'est un lieu. Un lieu dont on n'a même pas idée de la taille. Bon. Je vais vous donner un exemple. Alcuin pense que la Saxe est 2 fois plus grande que la Gaule. Il n'a aucune idée de la taille qu'elle fait. Ils n'ont aucune idée. Enfin, même la frontière. En fait, la frontière, c'est une bande, c'est une épaisseur qui fait entre 50 et 100 km où on n'arrête pas de se battre, mais il n'y a pas de véritable frontière. Vous voyez, on n'a pas du tout une pensée géopolitique comme on l'a au XXe siècle. Parce que c'est pas possible matériellement. Et aux grandes dames de Charlemagne qui auraient bien aimé vivre dans notre époque. Et je pense qu'on n'aurait pas aimé. Mais voilà, l'Empire est chrétien, il est franc, il est romain, mais il n'est pas européen. Parce que pour qu'il eût été européen, il eût fallu que le mot Europe ait un sens culturel, politique pour eux, ce qui n'est pas le cas.
comment voulez-vous unifier l'Europe quand l'européanité n'a aucun sens pour les hommes de l'époque? Ils savent pas ce que c'est qu'un Européen. Ils en ont aucune idée, ils sont incapables de le penser, je vous l'ai dit, ils ne sortent pas du cadre romain de réflexion. Leur empire est construit sur un temple romain, on a mis une croix et c'est une église, voilà, c'est tout. Alors évidemment, on voit déjà que ça n'est plus adapté à leur époque. Mais pourtant, ils sont encore prisonniers de ces représentations. Et donc l'Europe, c'est le terrain de l'Empire carolingien, et avec 1200 ans d'intervalle, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, mais qui sont bien deux entités distinctes, et donc non, l'Union européenne n'a pas de précédent dans l'histoire, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas exister pour ça, hein, mais je vous l'ai dit, ça a été important pour les pères fondateurs, et à mon avis, notamment à cause de leur catholicisme, vous avez compris pourquoi. Et encore plus, les Francs ne se seraient jamais, en tout cas sur le plan de la pensée politique, jamais contentés de l'Europe. L'Europe ne peut pas être leur seul et unique horizon, parce que leur horizon, c'est le ciel. Ils vivent pour aller au ciel, ils vivent pour mourir, si vous voulez. Ils vivent pour aller au paradis. C'est ça l'objectif. Les frontières hypothétiques de l'Empire chrétien, c'est le monde. Bon, il se trouve que dans leur cas, ça aurait été l'atmosphère terrestre. Hein, ils n'avaient pas trop le choix. Mais c'est pas l'Oural, c'est pas le Caucase, c'est pas le Don, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Turquie. Non, leur pensée est dirigée vers Dieu, vers la foi et vers la protection et l'extension de cette foi. Voilà. Et donc il se trouve que c'est en Europe. Mais après tout, l'Empire romain, à la base, c'est pas un empire européen. Même si, oui, je sais, les Romains sont en Italie, ils viennent d'Italie. Mais le cœur de l'Empire romain, c'est l'eau, c'est la mer Méditerranée. Et ces provinces les plus riches et les plus peuplées sont les provinces de l'Est. Où regardent les Romains, à la base? Vers Carthage, qui est leur concurrent, qui est en Afrique. Et ensuite, ils vont regarder où? Mais vers leur exemple de toujours, le monde grec. Leurs premiers adversaires, c'est les royaumes hellénistiques, descendants d'Alexandre, la Macédoine, le royaume de Antigonide, l'empire séleucide, le royaume lagide d'Égypte. C'est ça qui compte pour les Romains. Et pour les Francs de l'époque, parce que c'est assez récent pour eux, hein, vous vous rendez compte, ça a 300 ans hein, à peine. C'est comme si on parlait de Louis XIV, ou même de Louis XV. C'est vraiment récent. Et pour eux, c'est le même horizon qu'ils ont. C'est le même horizon. Alors oui, on sait que maintenant, il y a des gens qui s'appellent les musulmans, qu'on appelle les païens, qui contrôlent tout le sud et l'est de la Méditerranée, qui ont un immense empire, ça on le sait. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas toujours l'espoir d'une extension indéfinie de la foi. Parce qu'on espère un jour pouvoir les faire rejoindre la chrétienté, vous savez. Bon, comme c'est d'ailleurs à ce moment-là la réflexion qu'on a avec les Juifs. Les Juifs sont les seuls qui sont reconnus comme une religion à part. C'est-à-dire que, en gros, pour les chrétiens, les latins, il y a les chrétiens, les Juifs et les païens. C'est tout ce qu'il y a. On connaît la spécificité des Juifs, on sait qu'ils ont l'Ancien Testament, etc. Mais on espère toujours les amener à la foi. Mais par contre, et pour vous dire à quel point ça va loin, pourquoi est-ce que l'usure, qui est interdite, est permise aux Juifs, enfin, aux sujets du roi, qui sont de religion juive, puisque ce sont les sujets du roi comme les autres, hein, et ça, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Il n'y a pas de poussée antisémite comme il y aura beaucoup plus tard au Moyen-Âge, hein, à partir du 12e, 11e. Au 11e, c'est particulièrement vrai. Pourquoi est-ce que les Juifs peuvent pratiquer l'usure? Parce que de toute façon, pourquoi est-ce que les chrétiens ne peuvent pas pratiquer l'usure? Parce que c'est la porte ouverte de l'enfer. Mais les Juifs, sachant qu'ils ne veulent, si les Juifs refusent de se convertir, ils vont aller en enfer de toute façon. Donc, ils peuvent le faire. Et c'est bien pratique aussi. Non mais vraiment, et on va les enfermer dans ce rôle. Hein. C'est-à-dire qu'ils en sont victimes en fait. Ils sont victimes de ce rôle. Mais de même, les marchands syriens qui débarquent dans les ports languedociens ou de Provence, ils pratiquent l'usure. C'est pas grave. Même parfois ils sont chrétiens d'ailleurs. Parce que oui, hein, il y a des contacts, il y a bien vraiment des marchands du Moyen-Orient qui viennent. On est avant le monopole des cités-États italiennes sur le commerce méditerranéen. Donc voilà. Ni européen, mais uniquement franc, plus tout à fait romain et totalement chrétien. Je vous remercie. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.